Bonjour à tous les amis, c'est Los Madridistas, j'espère que vous allez bien. Nous sommes désormais à 3 jours de cette finale de Ligue des Champions et aujourd'hui avec nous, Real Madrid French sur Twitter. Comment tu vas? Bon, écoute, ça va très très bien, hein, prêt pour une finale quoi, de Ligue des Champions. C'est ça. Donc dans 3 jours, le Real Madrid se déplacera à Wembley pour affronter le Borussia Dortmund pour une potentielle 15e victoire en Ligue des Champions. Après une saison quasiment parfaite au niveau des résultats, les hommes de Carlo Ancelotti viennent donc avec un objectif simple, remporter une 15e Ligue des Champions pour être encore plus seul en Europe, seul en Ligue des Champions et montrer réellement sa suprématie. Je vais commencer dès le début. On a vu hier une déclaration assez surprenante, assez même choquante, peut-être limite de Rodrigo. On ne s'attendait pas, honnêtement je ne m'attendais pas à avoir une information comme ça. Rodrigo a fait une déclaration chez Daz assez surprenante justement, où il n'a pas du tout fermé la porte à un départ au Real. Il a même laissé entendre que c'était plus ou moins possible et que même s'il y a un contrat, et bon, on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines, un peu à la main avec Cristiano Ronaldo qui avait fait ça après la finale contre Liverpool, mais cette fois-ci il y aura une finale. Tout d'abord, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Est-ce que tu penses qu'on doit s'attendre à un départ proche de Rodrigo? Est-ce que tu trouves que c'est un bon timing aussi? Parce qu'il y a 3 jours d'une finale, enfin 4 du coup au moment où ça a été prononcé, on est quand même proche d'une échéance très importante pour le Real Madrid. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose pour préparer une finale. Et enfin, est-ce que tu penses que ça peut déranger l'équipe dans sa préparation du match et même le joueur? Est-ce que tu penses que Rodrigo peut être tout simplement perturbé avant ce match-là? Déjà, je vais revenir dans un premier temps sur le timing. Effectivement, à 3 jours de la finale, c'est pas forcément très judicieux de lancer ce genre de bombe dans la presse. Je sais que côté direction, quand tu as ce genre de comportement, ce genre de déclaration, ça passe très mal. On en parlait en message privé avec du coup les personnes avec qui on fait le podcast Esprit Madridista, c'est-à-dire Gilles et Johan et Pablo. Et Pablo disait que effectivement Pérez, c'est sûr et certain, il doit être dans une colère assez voilà, comme on peut imaginer, et on connaît le personnage de Florentino Pérez, on sait que ce genre de choses, il ne tolère pas du tout. Après, ce que je pense de sa déclaration, tu l'avais dit également en off, ça a été tronqué d'une certaine façon, mais moi, personnellement, ce que je pense, c'est que dans ce genre de déclaration, c'est jamais anodin chez un footballeur. C'est sûr, puis on sait que justement, depuis quelques temps dans la communauté madridista, on a un petit peu ce fil rouge de se dire Mbappé va arriver, qui va jouer en attaque? Est-ce qu'on aura un changement de dispositif? Est-ce qu'on aura un changement de joueur aligné sur le terrain? On a parlé de mettre Bellingham plus bas, de laisser Bellingham justement aussi haut et de mettre Mbappé à la place de Rodrigo. Donc on a vraiment un véritable questionnement sur le rôle de Rodrigo la saison prochaine. Et finalement, c'est un petit peu dans la continuité de ce que l'on peut penser depuis quelques temps. Rodrigo n'est vraiment pas sûr d'être titulaire la saison prochaine. Et peut-être qu'il a un petit peu peur de ça, peut-être qu'il n'a pas envie aussi de se dire justement je vais être dans la concurrence avec Kylian Mbappé qui est réputé comme l'un des joueurs les plus importants dans le monde, et que même si j'attends pas mal de choses au Real, et je vais avoir aucune ou très peu de chance face à ce joueur-là. Mais pour revenir au fait de Florentino Pérez, déjà il se trompe quand il dit ça, parce qu'évidemment une concurrence, en plus je lui connais le club, donc vraiment il a ses cartes à jouer véritablement Rodrigo, parce qu'en plus c'est un joueur qui est vraiment excellent. On l'a vu, il a été décisif à de nombreuses reprises en Ligue des Champions, mais surtout que Florentino Pérez, il a viré de très grands joueurs pour des déclarations similaires. J'en parle dans l'introduction, Cristiano Ronaldo a fait une déclaration un petit peu dans ce genre-là, après la finale contre Liverpool en 2018. 3 semaines après, il a fait un petit voyage à Turin, on l'a plus jamais revu à Madrid. Sergio Ramos a un petit peu joué aussi un jeu de poker menteur il y a quelques saisons avec Florentino Pérez. C'est une des plus grandes légendes du Real Madrid. Et pourtant, ça n'a pas dérogé à la règle. Sergio Ramos, il a quitté le club. Florentino Pérez, je sais que là-dessus, il est intransigeant. Donc, est-ce que c'est une erreur de Daz qui manipule un petit peu l'information? Ou tout simplement, Rodrigo, c'est ce qu'il fait? Ouais, pour moi, c'est ce que je disais, il sait ce qu'il fait. Comme tu le disais, en fait, il sent que le vent est en train de tourner potentiellement. C'est ce qui expliquerait ce genre de déclaration. Pour moi, un footballeur étant formé à
attention à la moindre virgule, j'ai envie de dire. Pour moi, Rodrigo, c'est absolument ce qu'il fait. Aujourd'hui, on regarde la déclaration, c'est choquant, oui, il y a quelques jours de la finale, c'est pas le bon timing, clairement. Il va en payer les frais, c'est sûr et certain. Maintenant, si on prend, on essaie de regarder par le biais de... on prend du recul par rapport à tout ça et justement, on essaie de regarder la situation de façon globale. Rodrigo, aujourd'hui, a fait ce qu'il avait à faire au Real Madrid. Bah écoute, moi enfin, je suis pas à 100% d'accord avec ça. Alors oui, évidemment, c'est un joueur ultra important cette dernière saison. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a été décisif quand on lui a demandé d'être décisif. Mais je trouve... Imagine, il gagne cette troisième Ligue des Champions, sa deuxième Ligue des Champions. Qu'est-ce que Rodrigo a de plus à apporter au Real Madrid? Bah écoute, moi je parle d'un postulat simple, c'est que le Real Madrid c'est l'étage le plus haut dans le monde du football. Donc c'est là que quand tu y es, selon moi le but c'est d'y rester le plus longtemps possible. On l'a vu, Benzema, Ramos, etc. C'est des joueurs qui sont restés très longtemps au club. Et pourquoi? Parce que quand tu es au Real, il n'y a pas plus haut. C'est-à-dire que si tu veux être le meilleur, il faut jouer dans le meilleur club, et le meilleur club, il est ici les gars. ça veut dire que je sais pas pourquoi Rodrigo. En plus. Non mais en fait, JB, il faut juste prendre des choses comme elles sont. Rodrigo, ça y est, son temps, il est peut-être venu pour ça, mais... En tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire au Real Madrid. Aujourd'hui, il sent que la concurrence va être compliquée. Va être compliquée et il est stratégique. Il laisse une mini porte ouverte pour l'été et ça ne m'étonnerait pas que ça soit la dernière saison de Rodrigo au Real Madrid. On peut se poser des questions. Et puis, moi, là où je suis pas forcément 100% d'accord, c'est que pour moi, Rodrigo a été bon au Real Madrid, mais il n'a pas été très bon. Il a eu plusieurs passages, pas à vide, mais où il a été vraiment très irrégulier. Cette saison, il a été beaucoup plus régulier. Je pense qu'on est vraiment sur la meilleure saison de Rodrigo au Real. Il a été beaucoup plus régulier devant le but, beaucoup plus régulier sur ses matchs, etc. Ouais. Mais je trouve qu'il n'a pas encore fait une saison 100% complète. Oui, mais oui, ça tu peux le dire. Il n'a pas été bon par moments pendant un certain nombre de mois cette saison. Mais au final, Rodrigo, quand tu regardes ses titres et tout ce qu'il a accompli avec le Real Madrid, à partir de là, tu vois, lui, il regarde plutôt les choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quand on m'a laissé l'opportunité. Maintenant, on va me ramener un joueur, on va essayer comme Mbappé ou d'autres joueurs, d'ailleurs, Brahim aurait pu prendre sa place cette saison. Il y a Arda Güler qui, on dit qu'il va être positionné au milieu de terrain, mais proche devant le but, c'est très très bon. Voilà, exactement. Donc c'est du temps de jeu en moins aussi pour Rodrigo, faut en être conscient. Mbappé et puis arrive, et donc dans tout ça, Endrick qui arrive, donc dans toute cette équation, j'ai envie de te dire, Rodrigo il n'a pas envie de mettre sous pression, c'est peut-être pas le joueur qui sait gérer ce genre de pression, donc il se prépare potentiellement à amorcer un départ ou quelque chose. Non, puis au-delà de ça, on sait que quand Vini, Bellingham et Rodrigo sont alignés devant, le premier qui sort c'est Rodrigo. Le premier qui sort, c'est Rodrigo. Donc il se dit, s'il y a des joueurs aussi importants qui arrivent en plus. Ouais. Après, je ne suis pas contre, en tout cas, je ne mets pas de côté l'idée que on peut faire jouer Vinicius, Mbappé et Rodrigo si Rodrigo reste l'année prochaine. Ah oui, pour moi, un 3-3 sur un repositionnement, même un 4-3-1-2. Même dans cette configuration-là, peut-être que Rodrigo en 10, ça peut être pas mal. Autour des deux. Exactement. Ça peut être intéressant. On sait que Vini et Mbappé aiment bien être libre sur le terrain, même si ça penche plutôt côté gauche, les deux peuvent dézonner pas mal. C'est un Rodrigo qui peut justement s'entremêler à ça et entre guillemets créer des vrais échelons de passe, ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, c'est peu probable. Je pense que en fait, là, ce qui va réellement conditionner, c'est déjà comment Pérez a fait cette déclaration, comment il va s'expliquer au code Pérez. Ça, c'est. Et dans un déjà faire passer ça. Et dans un second temps, que veut Rodrigo? Est-ce que Rodrigo veut être dans le meilleur club du monde et se battre pour être titulaire là-dedans, ou est-ce qu'il veut sa place de manière assurée, être le centre d'un projet, c'est la question, et partir dans un autre club quitte à construire autour de lui? C'est, je pense, la question de. Et je pense que c'est ce qu'il veut. Honnêtement, quand tu déclares ça à 3 jours de la LDC, que tu t'amorces un départ pour le Real Madrid, c'est clairement ce que tu veux. Peut-être que Rodrigo, et je pense, j'en suis
convaincu. Le Valence, Rodrigo, la façon dont il doit développer son football, c'est quand une équipe joue pour lui. il y a peut-être moyen. Le jour où il a été repositionné à gauche et on sait que le Real a un penchant pour la gauche, on l'a vu, c'était excellent. C'est sûr. Rodrigo, quand il était positionné à gauche, quand Vinicius n'était pas là, c'était très bon Rodrigo à C'est gauche. son meilleur moment. Voilà, et ben, en fait, voilà. Rodrigo, pour qu'il développe tout son potentiel, a besoin d'une équipe qui joue pour lui. Or, au Real Madrid, tu ne peux pas faire ça. À moins que tu t'appelles Cristiano Ronaldo ou que tu montres déjà, tu vois. Or, tu n'as pas cette condition-là, donc c'est sûr. il doit aller dans un autre C'est un joueur qui aime bien partir du côté gauche. Voilà, aussi. À gauche, on a Vini qui est indéboulonnable, qui est le meilleur joueur du monde cette saison, en tout cas à son poste, il n'y a pas de débat. Et puis tu as Mbappé qui bouge. Vini est déjà à gauche, mais Mbappé il penche à gauche. C'est vrai que si tu as 3 joueurs dans un trio offensif et que les 3 ils penchent à gauche, c'est inviable et c'est injouable. Donc c'est compliqué. Vraiment, je pense qu'on fera vraiment une vidéo après la finale à part entière pour parler du cas Rodrigo et de la redistribution offensive de la saison prochaine. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des questions à se poser pour le Brésilien. Nouvelle question pour toi, la même que j'ai postée à Thomas il y a quelques jours. Quel est ton sentiment général sur cette finale? Est-ce que tu es plutôt serein, plutôt stressé? Est-ce que tu es hype? Toi, quel est ton ressenti par rapport à cette finale-là? Et est-ce que tu es quand même dans un bon mood? Ouais. En fait, je suis passé par toutes les émotions, je dirais, avant cette finale. Il y a encore quelques semaines, quand on a appris la qualification du Real pour cette finale de Ligue des Champions, j'étais, entre guillemets, pessimiste. Je me disais, attention, oui, on vient de se qualifier pour d'éliminer le Bayern et donc de se qualifier pour cette finale de Ligue des Champions. Il ne faut pas les sous-estimer. Voilà, mais voilà, il ne faut pas sous-estimer Dortmund, qui est une très bonne équipe de football, qui a ses qualités, qui certes sur le papier, par rapport au Real, ouais, ça ne paye pas de mine, mais attention à cette équipe. Donc j'étais comme ça au début. Puis, pour confirmer ce que tu viens de dire, à tous les tours, que ce soit en poule, en huitième, en quart, en demi, le Borussia était éliminé. Pardon. Exactement. Dans tous les cas, ils s'en sont sortis. Et voilà, tu vois. Ils sont dans la poule de la mort. Ils ont réussi à s'en sortir brillamment. Alors vraiment, moi le premier, j'ai donné très peu de leur chance. Donc vraiment, on a une équipe qui sait se battre, qui s'est adaptée aux adversités européennes. Et puis c'est une équipe qui, mine de rien, a toujours embatté le Real, j'ai envie de dire, en Ligue des Champions. Tout à fait. Ça veut dire que vraiment, il ne faut pas sous-estimer cette équipe-là. Et alors, c'est un peu ce qui peut m'embêter, c'est que justement, tous ces joueurs-là, les Vinicius, les Kamal, les Rodrigo, les Jude, etc. Enfin, Jude connu par contre, mais ils n'ont pas forcément joué contre cette équipe-là. Là, ils ne la connaissent pas vraiment. C'est un petit peu la génération d'avant qui a joué contre ce Borussia-là. Et du coup, on peut se demander comment le Real va réagir. Justement, moi je pense que le Real peut aborder, ou en tout cas a su montrer cette saison, qu'en termes de concentration, dans des matchs, on l'a vu contre Manchester City, au retour, pour performer comme le Real a performé en ne laissant aucun espace ou presque à Manchester City, ils font un niveau de concentration qui est immense. Exactement, c'est le plus haut niveau du football, on a tous ressenti ça. Alors oui, Manchester City déroulait, faisait tourner le ballon, et là, quand tu as ce genre d'équipe en face de toi, t'as pas le choix. Honnêtement, t'as pas le choix. En plus, on a un Real qui n'est pas encore optimum. Exactement. Donc, les solutions de jeu, elles n'étaient pas. On n'avait pas 15 000 solutions. J'ai envie de dire, avec ce Manchester City là. Je pense que le Real était vraiment dans le plan de jeu qu'il fallait pour battre ce Manchester City là. Et en plus, on a eu la réussite de marquer en premier, etc. C'est ça que le Real avait vraiment tous les ingrédients au vert, j'ai envie de dire, pour pouvoir battre cette équipe de Manchester City. Exactement. Donc pour te montrer que cette équipe, bon, pour répondre à ta question, c'est pour te montrer que cette équipe, en fait, elle sait hausser son niveau de jeu et avoir une concentration suffisante pour pouvoir performer au plus haut niveau. Est-ce qu'on va le réitérer face à Dortmund? Ça va être la question. Après, du coup, ça c'était mon premier sentiment. J'étais pessimiste. Mais plus le temps avance, et plus en fait je suis optimiste. Et je déteste ça, parce que souvent quand j'ai été optimiste, je me dis, voilà, il y a souvent le contraire qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il y a ce sentiment-là, mais là, si tu le prends là, genre sur les 3-4 derniers jours, je suis vraiment pressé qu'il y ait cette finale. Il y a ce petit stress, mais positif, qui est là et qui, je pense, envahit la plupart des supporters. Donc je suis un peu dans cette situation. Moi, dans un premier temps, il y a de la hype, évidemment, finale de Ligue des Champions, potentiel 15e titre.
C'est vraiment de l'envie, j'ai envie d'y être. Ouais. Mais comme tu l'as dit, c'est pas bien, mais je suis serein. Ouais. Je suis serein parce que, comme tu l'as dit, on a un Real qui sait faire. On a un Real qui, cette saison, a su vaincre tout le monde ou presque. Merci Cholo Simeone. Non, on a vraiment un Real qui sait y faire, qui surtout est concentré comme il le faut, je l'ai très bien dit, et qui surtout dans les moments importants a toujours ce surplus d'envie, ce surplus de talent, ou je sais pas, mais qui fait la différence. On l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre City, on l'a vu contre Leipzig aussi quand c'était compliqué, on l'a vu contre le Barça. Dans les gros matchs cette saison, même si le Barça c'est un très gros match, parce que bon, le Barça c'est pas une grande équipe. Hop là. Non mais plus sérieusement, le Real sait y faire. Ouais. Le Real sait y faire, le Real connaît ce rendez-vous là. Et sur le papier, je dis bien sur le papier parce qu'après un match de foot, le papier on s'en fout. C'est ça Mais on a des joueurs qui sont plus expérimentés à ce niveau-là de compétition et des joueurs qui, en termes de talent peut-être pur et dur, sont peut-être plus forts que Dortmund. Mais j'ai envie de dire que c'est l'argument stupide, mais ça reste du football. Exactement. Et en plus, sur un match, exactement. On n'est pas à l'abri d'une décision, d'un carton rouge, d'une blessure, d'un but très rapide de Dortmund. C'est le football. Voilà. Donc vraiment, ça peut très très vite devenir compliqué. Donc c'est là où justement le Real devrait être sérieux, le Real devrait très bien commencer son match, très bien le construire et très bien le finir. Et si le Real fait tout ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Parce que le Real, quand il fait les choses bien, le Real, cette saison, très dur à battre. Oui, tout à fait. Et je rebondis peut-être sur une question que tu voulais me poser, mais pour moi, la clé de cette rencontre, ça va être justement d'imposer son rythme à Dortmund. Ça va être, mais pas que genre en termes de possession. C'est-à-dire que va falloir, d'une façon ou d'une autre, faire comprendre à Dortmund que le rythme est imposé par le Real Madrid. Si on arrive à imposer ce rythme-là à Dortmund, c'est-à-dire que sur les contres, on arrive à les alors sur les contres de Dortmund, pour être plus précis, à les contenir. Sur la possession de balle qu'on a, à imposer quand on finit nos actions, tout ça. Dans la construction, quand est-ce qu'on accélère, quand est-ce qu'on ralentit. Il va falloir, mais voilà, c'est pas tous les matchs ne sont pas dans cette configuration-là. C'est-à-dire que tous les matchs n'ont pas, en fait, la clé de tous les matchs n'est pas de forcément tout le temps contrôler tout. Parfois, tu peux laisser l'adversaire contrôler le rythme et puis l'abattre sur un contre, comme on a déjà pu le voir. Non, puis même, on sait que la force numéro 1 du Real depuis quelques saisons, c'est l'adaptation. Oui. On sait que si le Real doit défendre, le Real défendra. Si le Real doit attaquer, le Real attaquera. Si le Real doit contrer, le Real contrera. Le Real sait tout faire, globalement. C'est ce que disait, je crois que c'est dans l'after d'RMC. On a une équipe caméléon du Real Madrid qui est capable justement de s'adapter et de, entre guillemets, rendre l'antivirus à chaque système auquel il s'oppose. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faudra une nouvelle fois faire contre ce défaut-là. C'est justement savoir trouver la solution très rapidement et être menaçant dès le début du match. Justement, tu as bien anticipé la prochaine question. Selon toi, quelles sont les clés de ce match-là? Où est-ce qu'il faut absolument appuyer pour pouvoir faire mal à cette équipe de Dortmund? Et selon toi, où est-ce que le Real doit être le plus dangereux? Et surtout, dans lequel domaine? Ouais, pour moi, là où, comme je le disais, voilà, ce sera le contrôle. Principalement, voilà, savoir maîtriser son match, ne pas laisser Dortmund s'enflammer ou laisser croire quelque chose à Dortmund. Voilà, ça sera ultra important parce que si tu affrontes une équipe comme Dortmund qui est en confiance, c'est là où tu peux être vraiment déçu du résultat parce que cette équipe de Dortmund, elle sait très bien jouer au football. Comme je le disais, elle a ses qualités, notamment défensivement, où ils sont très bons également. En contre, ils peuvent faire très mal également. Et sur les coups de pied arrêtés, attention, là, défensivement, pour moi, le Real doit faire un grand match. Avant tout. C'est exactement ce dont j'avais parlé avec Chronique Foot et Thomas Hassian, justement, sur la vidéo qui a été postée en début de semaine. C'est que, selon moi, la plus grosse faiblesse de ce Real Madrid-là, c'est la coups de pied arrêtés défensifs. Et j'ai envie de dire que, selon moi, l'une des plus grosses forces du BFAOB, c'est les coups de pied arrêtés offensifs. Donc, on ne sait pas encore qui sera titulaire entre Lunin et Courtois. D'ailleurs, petite information, André Lunin est malade depuis 2 jours. Donc,
d'après les informations, ça peut être Courtois, mais je pense que cette potentielle maladie de Lounine n'arrange pas le cas, donc on va voir Courtois. Courtois sur le coup de pied arrêté, c'est vraiment rassurant. C'est un facteur qui est vraiment à prendre en compte. Mais il faudra vraiment faire attention au duel aérien, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui savent faire. Mats Hummels, il est buteur en quart de finale de Coupe du Monde de la tête. Il est buteur en demi-finale de Ligue des Champions au retour contre le Paris Saint-Germain. Donc on a un joueur qui sait maintenant c'est important, et on a un joueur qui est vraiment capable d'embêter ce Real Madrid là sur les coups de pied arrêtés. Exactement. Et il est très bon en plus défensivement. C'est sûr. Il fait une très bonne saison en Ligue des Champions. Moi je vais intervenir sur autre chose. Tu en as parlé, on a des joueurs côté du BFAB qui sont vraiment techniques et très rapides pour les espaces libres. Je pense à Jadon Sancho qui a fait une double fausse pour le PSG qui était vraiment très intéressante. Est-ce que finalement c'est pas lui le plus gros danger de ce Dortmund là? Non, oui, c'est un très très grand joueur de football. Balle au pied, il sait faire des choses merveilleuses. Donc ouais, c'est vrai que quand tu regardes le footballeur, on peut être que admiratif d'avoir un joueur comme ça à Dortmund, en tout cas pour les fans de Dortmund qui sait aussi bien jouer au ballon, mais pour moi c'est pas forcément le plus gros danger de cette équipe de Dortmund. Pour moi c'est Niklas Füllkrug. Non, je rigole. non. En vrai, ça saurait plus te dire parce que c'est un joueur qui, quand il n'a pas une défense sur son dos, il peut vraiment être embêtant. Mais le truc, c'est que là, il aura un Allemand qui aussi. Et je pense que le fou sera bien le. Ouais. Non, moi, pour moi, le danger de Dortmund, vraiment, c'est les côtés. Alors, j'ai pas le nom de tous les joueurs. Je parle des latéraux, des latéraux, ouais. Des latéraux, pour moi, c'est des très très bons. J'avais vu du coup leur chemin, notamment leur parcours, notamment en Ligue des Champions. Et c'est souvent là que Dortmund a été le plus fort, très peu battu dans les duels sur les côtés. Ils ont une explosivité, et ils savent très très vite jouer au ballon et se projeter assez rapidement. Que ce soit à droite ou à gauche, j'ai plus les noms des joueurs, je suis pas. C'est Arsène. Ok, voilà. Et du coup, je trouve que ouais, sur les côtés, Dortmund sait faire mal, mais leurs latéraux sont vraiment les dangers, les armes principales, les atouts de cette équipe de Dortmund. Justement, moi je veux rebondir. Bon, on va passer au Factor X et au pronom. Le Factor X, le joueur qui sera plus intéressant et plus important pour ce match-là et ton pronostic. Du coup, je vais commencer parce que tu me vas à la porte. Moi, le duel que j'attends vraiment, c'est Vinicius Ryerson. Tu en as parlé, Ryerson est un joueur qui offensivement apporte beaucoup à cette équipe du BVB, mais défensivement, il peut avoir quelques limites. Et on sait que justement, s'il y a bien un joueur qui peut exploiter des limites défensives, c'est Vinicius. C'est Vinicius Junior. Exact, demande à Joshua Kimmich, je pense qu'il est encore au cimetière de courir. Je pense qu'il a passé une soirée compliquée pour lui. Ouais. Demandez à Yann Couteau, après Real Girona, je pense qu'il a eu pas mal de mal aussi. Il a rien pleuré. Non, mais Vinicius, il est dans une forme extraordinaire, il est dans une forme Ballon d'Or, presque, j'ai envie de le dire. Ça se rapproche pour lui. Ça se rapproche, et ça se rapproche encore plus avec une victoire ce samedi à Wembley. Donc non, moi j'attends beaucoup ce duel-là. De un, parce que je crois totalement en Vini et que pour moi c'est le genre de match où il peut briller et où il doit briller. Et surtout que je pense que son adversaire a des failles qu'il peut largement exploiter. Alors oui, je pense qu'on aura clairement un système anti-Vini samedi. Je pense que Mats Hummels par exemple sera énormément dans la zone du Brésilien. Mais je pense que Vini ça ne lui fera pas peur. Et justement, je pense que le Real est donné favori par la plupart des bookmakers et même des supporters de foot globalement. Mais s'il y a une chose où le Real pourrait être encore plus dur à battre, c'est si Vini dans un grand jour, parce que j'ai quasiment jamais vu le Real perdre avec Vini dans un grand jour. Ouais, c'est vrai que même les plans anti-Vini, ils fonctionnent pas toujours. Il arrive toujours à s'en sortir d'une façon. C'est ça. Tu mets 3 joueurs même sur lui, il arrive à faire des différences incroyables. L'exemple parfait, c'est le Classico. On sait que souvent Xavi, au revoir, aimait bien mettre Araujo côté droit pour pouvoir justement contrer la puissance, j'ai envie de dire, footballistique de Vinicius. Ça n'a pas toujours marché, ça n'a pas du tout marché sur les Classico. À chaque fois, Vini mettait un bouillon pas possible à Araujo. Donc non, évidemment, des plans anti-Vini, ça ne fait pas toujours le travail. Mais c'est sûr que je pense que la clé du BFAOB, ça va clairement être de trouver une solution pour contenir Vinicius.
parce que sinon ça va vraiment être compliqué pour BFO. Ouais, moi je suis assez d'accord avec vous. Moi justement, parce que j'allais te dire si vous devez une clé. Pour moi, ouais, la clé Vinicius, ça c'est sûr. Après, je vais essayer de trouver autre chose. Ouais, pour moi, peut-être Kamavinga peut énormément apporter dans il sera titulaire puisque Tchouaméni est forfait. Il devrait être out. Ouais. Une pensée pour Aurélien qui voulait, j'imagine, jouer cette finale de Ligue des Champions. La première, ça aurait été exactement. Tout à fait. Maintenant, Kama, dans son style, dans sa façon de briser des lignes, de se projeter vers l'avant, il aura ce rôle clé de justement, comme je le disais, de contrôle du jeu, à côté de Toni Kroos forcément, qui jouera son dernier match, comme on le sait tous. Il y a les émotions là qui ressortent. En fait, voilà, je pense que Kama, ça va être une clé du match. Il sera tout aussi important défensivement qu'offensivement, on sait. Et voilà, donc surtout, voilà, je répète, le contrôle de ce match, imposer son rythme à Dortmund, ça sera très important. Ne pas se faire surprendre par des contres. Et Kamavinga, dans sa position, il est une pièce maîtresse parce que dans les transitions offensives, c'est lui qui est là en premier. Dans les transitions offensives, maintenant, c'est également le cas. Et il aura un poste clé dans un match où la stratégie sera le contrôle avant tout. Donc c'est pour ça que je pense que Kama sera une clé en tout cas du match. Enfin, pour finir cette petite rubrique, ton pronostic pour cette finale de Ligue des Champions le samedi 1er juin à 21h à Wembley. Je suis trop mauvais en prono, mais c'est pas un exercice facile. Ouais, je pense que c'est un exercice c'est compliqué. Je vais donner 3-1 pour le Real Madrid. Ok, bah écoute, moi j'avais dit avec Thomas et la dernière fois je voyais un 3-1-2-0, du coup j'avais dit 4-2 pour le making of parce qu'ils avaient pris les pronostics. Ouais. Et j'ai resté sur mon pronostic de base et je vois un 2-0 pour le Real. Ouais. Je pense que le Real marquera en premier et que justement contrôlera la rencontre, marquera un deuxième but assez rapidement et pliera totalement ce style de Dortmund qui va devenir entre guillemets amorphe. Donc voilà comment je vois ce match-là, comment je l'espère aussi et surtout. On espère, ouais. Mais bref, en tout cas, vraiment hâte de cette finale-là, je le répète, mais bon, une finale de Ligue des Champions, il faut aussi savoir que ça ne se joue pas tout le temps. Et que même si on est habitué à ce moment, forcément, c'est pas peut-être que tous les ans on n'aura pas ça. Donc il faut vraiment profiter de ces finales-là et de ces moments-là, parce que maintenant, c'est pas mal de foot. Des finales de Ligue des Champions, c'est pas donné à tous les clubs, donc il faut vraiment profiter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, y a pas de souci. Ton petit moment pub, je te laisse présenter ton compte. Ah ouais, c'est sympa ça. C'est normal. Écoutez, nous c'est Real French Madrid. On est là, en tout cas sur Twitter depuis 2012. On est à 400 000 bientôt followers, donc c'est beaucoup de chemin parcouru. Voilà, on est également présent, en tout cas on se développe sur d'autres plateformes, notamment Instagram, où on a un community manager qui publie assez régulièrement. Et on a également la chaîne YouTube que j'ai commencé et que j'ai arrêté parce que j'étais en plein déménagement. Donc là vous voyez les murs de mon nouvel appart. Et ouais, dès que je retrouverai en fait un meilleur rythme, je reprendrai les vidéos sur YouTube. Et voilà, on a plein d'autres réseaux et n'hésitez pas à aller voir notre chaîne et Los Madridistas également. De toute façon les gars, vous aurez tous les liens en description, évidemment RM French sur Twitter du coup. Sur ce, je pense qu'on va vous laisser. Merci à tous pour le visionnage, évidemment, et comme d'habitude, à la Madrid et à pour la Kinsey. À la Madrid.